Bonjour, sur le plateau de Thé au Café, on aime que nos invités aient la passion, ils aient le goût des autres, ils aient la gourmandise aussi de la vie. Alors aujourd'hui, on ne va pas être déçus puisque c'est le cuisinier étoilé Thierry Marx qui est avec nous ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Merci de m'accueillir. Mais non, on est heureux parce qu'on sait qu'on va parler bien sûr de cuisine, mais on va parler aussi de réinsertion, on va parler de formation aussi. On sait que vous êtes un homme engagé. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase parce que vous dites toujours « une journée, ça se gagne le matin ». Donc ça tombe bien pour une émission du matin. Vous ne croyez pas à ceux qui ont l'inspiration la nuit ou le soir? J'y crois plus. J'ai fait ça de temps en temps, mais je crois qu'une journée se gagne le matin. Avant le lever du soleil, on médite un petit peu sur sa journée et ensuite on s'engage pleinement. Moi, je considère que la vie, c'est une succession de pointillés, de temps présents comme ça, additionnés les uns avec les autres. Donc oui, je crois qu'il faut gagner sa journée le matin. Alors, on va faire du pointillisme, justement, avec vous, parce qu'on a plein de choses, évidemment, à vous demander. On aime bien revenir un petit peu en arrière. Quand même, première question. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut savoir de vous pour mieux vous comprendre? Une chose essentielle. Que je suis déterminé. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir... et que ma règle de base dans la vie, c'est dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis maintenant quelques années et ce qui me permet de conduire ma vie et mes entreprises, je pense, d'une meilleure façon qu'il y a peut-être quelques années en arrière. Alors, quasiment 400 salariés, vous êtes un vrai chef d'entreprise. Les jeux de mots là, sur votre patronyme, ça a dû être très agaçant quand même tout au long de votre existence. J'ai eu le droit à Marx et ça repart, ça peut m'amuser. J'ai eu le droit évidemment au capital, Marx et capital. Et puis après, finalement, on s'y fait. Et ça m'a aidé aussi parce que pour construire une marque, il faut un nom. Celui-là a été posé. Après, il faut un service. À moi de mettre le service qui allait avec ce nom. Mais c'est comme ça qu'on crée une marque aussi. Donc, il ne faut pas s'en offusquer. Est-ce que vous êtes un enfant de l'amour ? Par pudeur, je ne saurais pas répondre à Moi, j'ai beaucoup d'affection pour mes parents, qui étaient des personnes modestes, vraiment. Mais ma mère, qui est toujours en vie, est un roc. Elle ne s'inquiète de rien. Elle vient de traverser une période de maladie. Elle dit c'est bon, j'ai plus rien. Et voilà, je crois quel âge a-t-elle ? Elle a 88 ou quelque chose comme ça, et elle est solide. Fidèle au poste. Voilà, c'est un modèle. Elle a traversé les déceptions de la vie. Elle a traversé beaucoup de choses. Et elle est toujours là, présente, et elle ne s'inquiète pas du futur. Donc vous lui devez ça? Je lui dois ça. Je lui dois cette solidité et vraiment cette capacité à affronter les choses et à les regarder en face. Comment vous définiriez votre milieu de naissance? C'est un milieu modeste où il fallait être autonome rapidement. Et surtout les garçons. Donc j'étais un garçon très mauvais à l'école. Je comprenais l'école primaire, parce que ma grand-mère me disait toujours « les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir ». Donc si tu apprends à lire, à écrire et à compter, ils ne te voleront pas. Donc je suis allé à l'école primaire pour rançonner quelque chose. Le collège a été terrifiant. Donc il y avait une question simple. Ma mère m'a dit « mais je n'ai pas les moyens de te garder à la maison à rien faire. Donc il faut trouver ton chemin ». Et c'est de regarder les choses en face. Je crois que ce que m'a appris ma mère, c'est de regarder les choses en face sans baisser les yeux. Et ne pas montrer qu'on est faible. Vous dites la maladie était un indice de faiblesse. Ah oui, tout. Quelqu'un qui traîne au lit, c'est un indice de faiblesse. Dire je ne suis pas en forme pour aller à l'école, c'est un indice de faiblesse. Donc on ne montrait pas ça. On ne montrait pas sa fragilité. Ça, c'est pas du tout dans les cadres de fonctionnement de la famille Marx. Il y a une phrase aussi qu'on ne prononçait pas ou qui vous agace encore, c'est quand on dit « ah, c'est pas pour nous ». C'est pas pour nous. Oui, je ne peux pas le comprendre et je ne peux plus l'entendre. C'est pas pour nous, c'est pas pour des gens comme nous. Et vous voyez, j'étais hier dans un collège où des jeunes gens ont dit « merci d'être là parce que pour des gens comme nous ». Mais je dis « mais vous êtes des gens normaux. Vous n'êtes pas assignés à un quartier, assignés à quelques échecs. » Avec ce fameux complexe avec ce fameux d'infériorité. complexe qui fait que vous vous refermez sur vous-même. Donc ça, je ne le supporte pas. Et il n'y a pas de gens différents. On est différents et inégaux face à la vie. Mais quand on regarde les choses en face, on peut progresser. Vous regrettez d'avoir arrêté votre scolarité à 13 ans? Oui, bien sûr. Je n'ai pas de regrets, mais j'ai payé le prix fort.
du Ça a été un décrochage manque scolaire. ensuite? Mais c'est plus qu'un manque, c'est une blessure. C'est-à-dire qu'il a fallu que je retrouve le chemin de l'école à 25 ans, 25-26 ans pour passer un brevet des collèges en candidat libre et puis de suivre des cours du soir Pour avoir votre au bac? lycée Léline Boucher pour avoir le bac où j'ai trouvé À des 26 ans. professeurs très motivés. On était une classe comme ça avec des gens qui avaient un projet pour s'insérer dans la cité française. Je trouvais ça merveilleux. Mais ce sont des blessures profondes qui font en sorte qu'ensuite, eh bien, vous traînez ça comme quelque chose de lourd. Un Donc, fardeau. comme un fardeau. Donc je me nourris encore par boulimie des fois de littérature, de connaissance des arts ou d'un certain nombre de choses parce que j'ai peur de ne pas savoir. Or que la moitié suffirait, à mon avis, pour continuer mon chemin de cuisinier. Vous aviez l'image d'un voyou, d'un type un peu borderline pendant un temps. Oui. Est-ce que vous l'avez été réellement? Alors, c'est la fragilité des apparences, mais aussi la fragilité des quartiers. Quand vous êtes déscolarisé, effectivement, si je n'avais pas connu le cadre éducationnel du sport, ça aurait été très compliqué. Et merci à ces éducateurs de quartier, finalement, qui venaient nous chercher pour aller au judo, pour aller à la boxe, et qui nous évitaient de traîner dans cette fameuse cage d'escalier. Mais c'est vrai que la délinquance dans ce type de quartier n'était jamais très loin. Et elle est tentante parce que c'est de l'argent facile, mais grande force au sport et grande force à ce cadre éducationnel du sport qui m'a donné et confiance en moi et puis l'audace de quitter le quartier. Ça, c'est quelque chose que je dois au monde du judo. Vous avez subi l'injustice? Oui, je pense qu'on subit une forme d'injustice quand on vous dit c'est pas pour des gens comme vous. Vous dites je veux faire l'école hôtelière, on vous dit non, vous ferez mécanique générale. C'est plus pour des gens comme vous. Vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, vous vivez ça, c'est une forme d'injustice. Et je me souviens d'une phrase qui me choque encore. Dans les années 70, on disait « vaut mieux une petite injustice qu'un grand désordre ». Bien, on a fait tellement de petites injustices que maintenant on a un grand désordre. Donc c'est ça qu'il faut réparer, je crois, aujourd'hui. L'ordre, vous l'avez connu aussi avec les compagnons du devoir. Oui. Ça vous a sauvé? Oui, bien sûr, c'est un ordre bienveillant. Et puis surtout, ce sont des gens qui ne vous posent pas des sempiternelles questions sur vos notes de classe. C'est faire pour apprendre. Donc, tu veux faire de la pâtisserie, on fait de la pâtisserie et on se comporte comme un ouvrier. Et je me souviens de mots de nos anciens qui disaient « on est la noblesse du monde ouvrier ». Et c'était intéressant parce que avec ce projet-là, nous qui étions issus de cités ouvrières, ça, tout de suite, ça nous valorisait. Et puis, il y avait une phrase que j'ai vue dans un livre d'un compagnon à Montauban qui disait « salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie ». Et c'est totalement vrai, quand vous maîtrisez votre savoir-faire, vous pouvez être payé à votre juste valeur. Et si ça ne vous convient pas, vous partez. Vous êtes un homme libre. Et ce que je dois chez les compagnons du devoir, c'est cette capacité, avec la formation professionnelle, de faire un homme libre non assigné à une tâche définitive. L'histoire d'un homme libre qui nous est racontée par Julie Mareuil. Pour Thierry Marx, la vie comme la cuisine est un sport de combat. Un combat pour dépasser l'échec scolaire et devenir l'un des chefs étoilés les plus réputés. Un combat pour s'affranchir d'une enfance en déshérence et transmettre sa passion aux autres. Vous devez y croire. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, le client il n'y croit pas. L'envie d'y croire naît chez lui grâce au judo dont il devient ceinture noire, puis au fil d'un parcours du combattant. Un tour de France avec les compagnons du devoir, puis l'armée comme parachutiste et la guerre du Liban comme casque bleu. Les quartiers d'où je viens, nous trouvions dans l'armée une possibilité d'extraction sociale. Une possibilité qu'il trouve aussi dans la cuisine où il livre alors un nouveau combat, se faire une place dans un monde où personne ne l'attend. Vous êtes bien Thierry Marx? Thierry Marx. Déterminé, Thierry Marx fait ses armes comme commis chez Taïwan ou Robuchon et passe à l'offensive en prenant la tête de grands restaurants à Tours, Nîmes, Pauillac, puis Paris. Et enfin, chef Thierry Marx. Chef depuis 2011 des cuisines du Mandarin oriental, il a été épinglé de 2 étoiles au Michelin. Sur le terrain, il invente la cuisine de demain, lunettes de protection et bonbonnes d'azote liquide en main. On joue pas aux apprentis sorciers, c'est pas le but. Le but, c'est de viser l'excellence avec une conviction chevillée au corps. Je crois qu'il n'y a pas de quartier fait pour l'échec et tant que je vivrai, je me battrai pour faire reconnaître ça. La réinsertion, la formation, comment aider les jeunes à trouver du travail, voilà ses combats. Grâce à lui, 7 écoles gratuites ont vu le jour, dont la dernière à la Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. 80 gestes de base, 90 recettes dans certains cas, et on avance vers l'idée du projet. Transmettre comme une nécessité, car pour l'engager Thierry Marx, il n'y a pas de fatalité.
Quel parcours singulier que le vôtre, Thierry Marx. Vous obtenez un CAP de pâtisserie et ensuite vous décidez de vous engager dans l'armée, les parachutistes. Ça, c'est en 80. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'était une fuite ? Non, la volonté de l'engagement, elle est venue d'un retour dans le quartier. Et comme ça, en 24 heures, de se dire, bah, tiens, je suis encore obligé de revenir dans le quartier. Et comment m'extraire définitivement, finalement, de ce quartier. Et il y a eu cette opportunité d'une demande d'engagement avec l'armée. Et puis, c'est parti. Et vous savez... Vous partez combattre quand même au Liban. Oui, mais ça fait partie de la mission. On ne peut pas rentrer dans ce type de détails. Mais ce qui m'avait surpris, surtout, c'est... C'est marrant parce que c'est un moment de vie, en fait, que vous avez du mal oui, parce à qu'il évoquer. n'y a rien à évoquer de particulier. C'est que ça reste des chemins de loyauté avec des camarades. La solidarité. Oui, complètement. Ouais. Et je ne trouve pas un endroit ailleurs où on n'a pas besoin de raconter. Vous avez l'impression que dans les yeux de l'autre, il dit bah, « moi, je sais ». Donc, il n'y a pas besoin de raconter quoi que ce soit. Retour après difficile en France. Et là, alors, il y a toujours un ange, en fait, au-dessus de vous, j'ai l'impression. Une veilleuse. Ouais. Il y a toujours cette veilleuse à l'intérieur de mon corps qui vient probablement de ce que disait mon grand-père. Mon grand-père, qui avait fait la guerre de 14, il disait toujours il n'y a que la mort qui est irréversible. Donc, effectivement, je me retrouve dans une situation un petit peu empirique. Et grâce à des camarades, d'ailleurs, je vais retrouver un poste dans la sécurité. Je vais faire du convoyage de fonds et puis d'autres missions de sécurité. Et puis là, je vais avoir l'argent pour reprendre mes études. Et ça a changé complètement mon sac de vie. La connaissance, le plaisir de savoir, le plaisir de se sentir fort grâce au savoir, ça m'a redonné une veilleuse supplémentaire pour continuer. Oui, mais pas suffisamment parce que vous allez quand même partir à l'étranger, vous allez partir en Australie. C'est vrai parce que, vous savez, c'est drôle parce que je passe le brevet, je passe le bac, mais ça n'intéresse personne. J'ai 26 ans, ça n'intéresse personne, je suis pâtissier, bon point final. Et encore, je ne pratiquais plus. Et donc, je vais prendre je pense qu'on peut le nommer, un journal qui s'appelait François. Et à la fin de François, il y avait une petite annonce où il y avait marqué « Migration ». Et on envoyait 5 timbres-poste avec une enveloppe et notre adresse, et on recevait un magazine. Et il y avait des annonces pour aller à l'étranger. Donc, j'ai rempli et je dis « Qu'est-ce qu'il y a le plus loin ?» Donc, il y avait l'Australie. Donc, j'ai signé pour l'Australie. J'ai reçu une offre de proposition de boulanger-pâtissier. J'ai accepté. 15 jours après, j'étais parti. Je n'ai pas tourné la tête. Et j'étais parti. Et puis, je me suis dit, bah, la France n'a rien pour moi, comme d'habitude. Donc, adieu, vieille Europe. Mais pourquoi vous dites comme d'habitude ? Non, parce que c'est vrai que j'avais l'impression que, issus de nos quartiers... Que vous étiez mal aimé ? Probablement, mais issus de nos quartiers, échecs scolaires, ce qu'avaient vécu nos parents, je pense aux phrases de Jacques Brel, mais un petit peu comme subir une destinée en disant bon bah j'ai un job, je le garde toute ma vie et puis finalement ça suffira. Non, je voulais vraiment autre chose et je me suis dit bah voilà, on tourne la tête, échecs scolaires, différents échecs successifs. Je pensais que l'Eldorado était ailleurs. Et il y a en fait quelqu'un en Australie qui vous dit mais enfin c'est un peu bizarre quoi. Oui, c'est Nous vrai. on va se former en France et toi tu viens de former en Australie. C'est complètement vrai, c'est un chauffeur de taxi, c'est drôle. Je devais aller refaire mes papiers, je parlais un anglais d'aéroport, c'était pathétique. Et le chef me dit, je lui dis, je ne gagne pas assez pour me trouver un logement. Donc je vivais dans une Salvation Army, ça ne me changeait pas trop de l'armée d'ailleurs, c'était des lits en métal, et je lisais une Bible en anglais. Et il fallait refaire ses papiers. Je prends un taxi et je lui dis en anglais de se dépêcher. Il me dit, vous êtes français ? Je dis oui. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis de la cuisine. Il me dit, mais tu fais de la cuisine en Australie alors que les meilleurs sont chez toi. Je crois que ça a été le déclic. Je suis rentré. Ça fait réfléchir. Et la plus belle anecdote qui m'amuse le plus dans ma vie, j'en parle souvent avec Madame Loiseau. Je passe mon CAP en candidat libre à l'école Béliard. Et on me dit, mais les CAP ne servent à rien, il faut que tu travailles avec un grand nom de la gastronomie. Je fais un petit tour rapide, je vais chez Bernard Loiseau. Et Bernard Loiseau me dit, mais tu as fait tous ces kilomètres pour te présenter chez moi ? Je lui dis oui. Il me dit, le CV, ça ne va pas, mais je t'invite à déjeuner. Et il m'a invité à déjeuner avec un monsieur qui s'appelait Georges Pralu. Et j'ai dit, si je dois faire ce métier, je le fais comme ça. Je suis rentré à Paris, je me suis présenté dans 2 maisons. Je suis arrivé chez Taïwan et M. Deligne me dit, mais tu arrives d'où ?
J'ai dit de chez Bernard Loiseau. Gonflé. C'est totalement Le bluff fou. total. Le bluff Ça total. a marché. Me dit Thomas 8h. Ouais. On salue d'ailleurs, bien sûr, Bernard. Oui, son épouse et ses enfants qui sont et merveilleux. Dominique, évidemment, mais Ouais. Bernard qu'on a tant aimé, qui était un chef tellement Oui. accueillant, tellement jovial. Et Puis puis tellement généreux, talentueux, ouais. généreux, talentueux, et puis qui m'avait fait découvrir quelque chose de fort, d'être un artisan, d'être un chef, bien sûr, reconnu, mais aussi d'être un chef d'entreprise. C'est un vrai chef d'entreprise. C'est peut-être ce qu'il a perdu aussi. Et vous avez des propriétaires en mandarin oriental qui sont hongkongais, donc j'imagine qu'il y a une petite pression évidemment économique, même une grosse pression, par exemple pour obtenir la 3e étoile. Comment vous naviguez entre tout ça? Je laisse pas beaucoup de gens mettre une pression excessive sur moi. Encore une fois, je m'attache à la mission. La mission qui m'est donnée, effectivement, être dans l'excellence et d'obtenir telle ou telle distinction. Très bien. Quels moyens nous avons pour réaliser et combien de temps nous avons pour réaliser cette mission. L'objectif de la 3e étoile Bien sûr, mais moi j'ai été formé par un chef qui avait 3 étoiles. Donc évidemment, ça fait partie de notre projet de vie professionnelle pour mes collaborateurs et pour moi-même. Mais maintenant, il faut s'en donner les moyens, être patient et puis construire ce qui va. Et construire quoi? Une identité de cuisine et une identité admise par une clientèle qui valide ou ne valide pas vos compétences, donc, ou le plaisir qu'elle peut avoir. C'est très dur le métier de cuisinier, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Voilà, donc il faut en tenir compte, il ne faut pas perdre son identité et continuer le chemin. C'est pas rigolo. Mais effectivement, ça ne se fera qu'avec l'adhésion d'une équipe. Sans cela, ça ne fonctionne pas. Alors, votre socle, c'est votre corps. Oui, c'est vrai, ça. Ah, c'est ça. Si on veut vous connaître, c'est ça. Ça commence très très tôt, hein, la matinée. Vous avez une discipline d'enfer. Hein, vous êtes quand même un ancien militaire, donc ça reste. C'est vrai que vous commencez en chantant Être et Duret. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas Ça énerve, possible. parce que ça énerve tout le monde. C'est voilà. Je me réveille au clairon. parce que Chantez-moi ça... ça, Être et Duret. Non, je ne peux pas vous chanter comme ça. Je chante très très mal. Ah. Mais je chante souvent. Enfin, c'est l'hymne. C'est l'hymne puis des paras. Oui, hein. c'est l'hymne du 3e régiment Ouais. parachutiste. Alors, 7h du matin, donc vous êtes déjà sur le pied de guerre et Julie de Mareuil et Loïc Baffier vous ont suivi au pas de charge. Vous êtes matinal? Oui, vaut mieux. Les journées sont bien chargées. Il est 7h, c'est l'entraînement du matin. Aujourd'hui, c'est du judo. Ça déverrouille. Je viens au dojo 4 ou 5 fois par semaine, voilà, ce qui me permet de garder un peu la forme. On dit toujours un esprit en action, un corps en tension. Donc il faut garder une activité physique. Je préfère souffler la veilleuse une bonne fois pour toutes que de me passer d'activité physique. Ça m'a toujours tiré d'affaire. Même dans les pires moments de ma vie et professionnelle et personnelle, c'est le sport qui a toujours tout remis dans l'axe. Parce que c'est ça qui vous donne l'énergie de lâcher la main du passé. Si vous lâchez pas la main du passé, c'est compliqué. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas quelques vagues à l'âme de temps en temps, c'est sûr. Il y a quelques années, j'arrivais à... Je me sens plus bas. Voilà. Ouais, c'est bien. Parfait, parfait. Mais maintenant, ils sont trop jeunes, j'arrive à me placer. C'est plus dur avec l'âge? Effectivement, si j'essaye de me mettre au rythme physique de quelqu'un qui a 30 ans, j'en ai 56, ça va être compliqué si je commence à mal manger, pas m'entretenir physiquement. Ça va être de plus en plus dur. La faculté de Thierry, et c'est ce qui le fait avancer, c'est de rester élève, d'apprendre comme une éponge toujours. Et c'est ce qui fait la qualité d'un chef comme lui. Il faut être humble quand on est fort et fort quand on est faible. C'est-à-dire que le jour où vous sentez fort, bon, vous dites bémol. Et le jour où vous sentez faible, c'est là où il faut mettre l'énergie. Pas toujours facile. Des fois, un rhume, ça vous fout à genoux. Bah, vous dites, faut y aller quand même. Ça s'évacuera sous la douche. Mais, comme ça. Il est 7h45. Ouais. T'as jusqu'à quelle heure? 8h. J'ai un grand-père, il disait toujours ça. Il disait, une journée, ça se gagne le matin. Et moins bon l'après-midi. Alors maintenant, je vous emmène à la boulangerie. Vous, le chef étoilé, pourquoi vous avez ouvert une boulangerie? C'était rêve d'enfant. C'est mon camion de pompier. Chez les enfants, il y a toujours des fantasmes comme ça. Moi, c'était la boulangerie et je trouve que c'est un métier merveilleux. On peut devenir un entrepreneur avec de l'eau
de la farine et du savoir-faire et de devenir un chef d'entreprise épanoui. Et voilà, c'est ce que je trouve magique dans le pain. C'est rémunérateur, une boulangerie? On s'en fout un peu. Le meilleur moyen d'aller vers l'échec, c'est peut-être de tout miser sur le revenu. Parce que ça, ce sont des formules cash. Je crois qu'il faut construire l'histoire pour qu'elle soit durable. J'ai mis 20 ans à mettre ça au point. C'est pas comme ça, je décide avec des grandes phrases valises que ça fonctionne. Non, il faut le mettre dans des phases opérationnelles. Si je fais le total en France et à l'étranger des personnes qui travaillent avec moi, aujourd'hui, on doit être sur 300, 400 personnes. C'est une fierté pour vous? Ça me rend heureux. Ça me rend heureux et j'espère que ça les rend heureux, mais avec tout le côté anxiogène que ça peut avoir des fois, parce que vous avez la responsabilité de ces personnes et de leur épanouissement. Je crois qu'il faut faire des hommes libres. Libres de travailler chez moi, mais libres d'aller travailler chez les autres. Et c'est ça qui fait la force d'un ouvrier, d'être un homme libre. Et vous l'êtes? Libre? J'essaie, oui, c'est pas toujours simple, mais j'essaie. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre, Thierry? Oh, les petites contraintes des fois, mais Les autres aussi? oui, parce qu'on se sent responsable. Quand vous avez une entreprise, vous êtes chef d'entreprise, vous avez la responsabilité de la vie des autres aussi. Hein. Il faut en tenir compte. Et moi, ce que j'aime, c'est la règle des 3 W. Win pour l'entreprise, gagnant pour l'entreprise, win pour le collaborateur et win pour le client. Et on inverse ça d'un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. Dans votre livre, les 30 recettes inédites, notamment Thierry Marx, les chefs à la carte, alors vous racontez en fait l'histoire des 30 grands chefs qui ont marqué la cuisine française et vous y ajoutez des recettes signatures. Donc c'est une idée assez originale, mais ce qui me navre, Thierry, c'est que dans ce livre, il n'y a que 3 noms de femmes. Moi aussi, mais ça ne me désespère pas. La mère Poulard, la mère Brasier, Ouais. et puis Marguerite Bise. Oui, mais c'est vrai, et j'ai eu beaucoup de mal à en chercher d'autres, or que les femmes sont des inspiratrices énormes en cuisine, mais ça va changer, et ça change déjà. On peut penser évidemment à Anne-Sophie Pic, qui est formidable, et d'autres femmes vont arriver. Aujourd'hui, on est quasiment à la parité dans les écoles hôtelières. Donc bien sûr Et dans votre cuisine? Et dans ma cuisine, c'est parité, sans l'avoir voulu d'ailleurs, parce que moi je cherche des compétences. Une compétence, c'est une solution pour l'entreprise. Et aujourd'hui, mon sous-chef, mon propre numéro 2 au restaurant sur mesure, Nina est une chef formidable et avec un sens du commandement très efficace. Ouais. Pourquoi publier des livres encore de recettes en papier à l'heure du numérique? Parce que le contact tactile du papier, pour moi, c'est encore un fantasme que j'ai. C'est-à-dire Et que pour vous, mais aussi pour les lecteurs, vous croyez? Mais aussi pour C'est les pas lecteurs. obsolète. Non. D'ailleurs, moi, je suis un collectionneur de livres anciens et je m'aperçois que les livres s'échangent très, très bien. Vous savez, c'est un objet, un livre. C'est du cœur, c'est des notes, des petites notes au crayon qu'on met sur des phrases, de jolis mots, un bel esprit de syntaxe. C'est tout ça qui fait que vous possédez un livre, c'est à vous. Quand vous vous en séparez, c'est quelque chose de fort. On se sépare plus facilement d'un meuble que d'un livre. Donc, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Et je crois que c'est intéressant de continuer à faire du livre papier. Alors, vous m'avez beaucoup plu parce que vous écrivez aussi des polars. Oui. Alors, je l'ai lu, moi, avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est un vrai thriller. Ça se passe notamment en France, mais aussi au Japon. Ouais. Alors, comme vous êtes très japonisant, Ouais. vous ne l'avez pas nécessairement écrit, j'imagine. C'est à 4 mains, déjà. C'est à 4 mains. Et je vais vous Avec Odile raconter, Bouillet, hein. je revenais d'un reportage qui s'appelait Passeport pour le crime avec Capa, et j'avais vu des scènes de crime qui étaient absolument horribles. Et je me suis dit, il faut quand même un moyen de faire mourir les gens. Et comme tout le monde avait tendance à me charrier ou m'agresser, même par moments, avec cette gastronomie moléculaire, et je me suis dit, avec ce cerveau collectif d'Orsay, on a un certain nombre de données maintenant qui pourraient faire de nous peut-être potentiellement des tueurs à gages si on utilisait nos connaissances. Et puis j'avais écrit quelques lignes là-dessus, quelques textes, mais des textes empilés les uns sur les autres, ça ne fait pas un roman. Il me fallait une compétence, une architecte, et c'est Odile Bouillet, spécialiste du roman noir, qui m'a aidé à concevoir, et on l'a fait à 4 mains avec beaucoup de plaisir. C'est une vraie réussite. C'est aux éditions, d'ailleurs, 109. Votre notoriété, est-ce qu'elle gêne dans votre famille? Est-ce que
Est-ce que parfois, voilà, je pense à votre mère, à votre sœur Non, ma mère, j'aime bien, parce que ma mère, elle me dit tiens, il y a ma voisine qui veut te voir. Mais je ne sais pas pourquoi elle veut te voir, d'ailleurs. Ça m'amuse. Mais je trouve ça très touchant. Mais personne n'y fait attention. Parce que moi-même, je me dis cette notoriété, elle m'est utile pour lever des fois des fonds pour nos écoles, pour trouver des sponsors pour nos écoles. Aussi. Faut tisser des liens avec des Oui, amis. mais des fois, c'est un peu plus fragile. Ça, je trouve ça un peu cosmétique. Ce que j'aime pas dans la notoriété, c'est ce côté cosmétique, des fois, où vous retrouvez des amis que vous n'avez pas forcément... Est-ce que c'est cosmétique, par exemple, si je vous dis Clovis Cornillac? Non, parce que Clovis Cornillac, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je le connais bien. Pour la série, Chef. Oui. Et je l'aime beaucoup, c'est un très bon acteur. On parle de sport, parce que c'est un garçon très sportif, mais en même temps, c'est un acteur. Et moi, je suis fasciné par les mots et par cette capacité à dire. Et la narration me fascine. Et Clovis est formidable. Alors, je dis stop, Clovis Cornillac. Et aussi Julie Andrieux, que vous avez accompagné durant 2 ans dans ces carnets, les carnets de Julie sur France 3. Ils ont croisé leur regard sur vous, Thierry. Alors, c'est une personnalité complexe, que j'ai évidemment pas complètement cernée, ça serait très prétentieux, mais que j'apprécie beaucoup. Quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un d'extrêmement posé, secret, et en même temps tourné vers les autres. Probablement d'un peu méfiant aussi. Il a pris quelques coups, donc ça peut s'expliquer. Mais en revanche, quand il a confiance, c'est quelqu'un de très généreux, de très libre. Mais oui, c'est vrai qu'il faut le temps. Vous ne saurez pas, après cette émission, tout de Thierry Marx. C'est un chevalier solitaire. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment. Ce qui est assez rare quand même en cuisine. En tout cas, c'est assez rare d'avoir réussi tout en étant comme ça. Comme dans le cinéma et comme dans l'art, il y a des gens absolument terrifiants et qui sont très talentueux. C'est pas son cas, il est très talentueux et il n'est pas du tout terrifiant. Il n'est que bienveillance. D'ailleurs, tu le vois dans sa brigade, hein. Il n'y a pas un bruit, les gens gueulent pas, lui gueule pas. Ça rigole pas, mais il est toujours juste et c'est pas quelqu'un qui va jouer des gens, monter les gens les uns contre les autres. Il n'y a pas de stratégie là-dessus. Je l'ai toujours vu, zen. Zen, oui, si on veut. C'est-à-dire maîtrise de soi, certainement. Mais je pense qu'à l'intérieur, ça bouillonne un peu quand même. Il n'est pas zen au sens simplement bouddhaïque du terme, quoi. Il est zen dans l'échange. Il aime sourire, il a l'œil coquin, hein. Tu le regardes, il a l'œil rieur. Hein. Il a un humour un peu anglais, en fait, un peu à froid, comme ça, par petites touches, un peu décalé. Il a un truc d'enfance. Moi, je le vois gamin, quoi. Truc, Un petit défaut, peut-être, un peu bavard. Tant mieux pour vous, aujourd'hui. Il est un peu bavard, ce qui le rend extrêmement sympathique. Mais c'est vrai que quand Thierry prend la parole, il faut s'accrocher pour la reprendre. C'est vrai que vous êtes bavard, très bavard. Oui, quand j'ai à défendre un certain nombre de choses. Vous cherchez à être convaincant, en définitive. Je cherche à être convaincant. J'ai toujours peur de ne pas l'être assez. Est-ce que vous tirez la couverture à vous? Non, je n'ai pas d'intérêt pour ça. Je n'attends pas qu'on me la vole non plus. Mais vous savez la défendre aussi. Je sais la défendre. Oui. L'œil rieur, qu'est-ce qu'il y a derrière cet œil-là? Il y a beaucoup d'humour et des phrases valises pleines d'humour. Quand je déprime un petit peu, ce qui peut m'arriver d'avoir un peu de vague à l'âme, j'ai toujours une phrase ou deux de Audiard, de Desproges, qui me reviennent en me disant finalement la vie, il y a quand même beaucoup d'humour là-dedans. Et ça, effectivement, ça me donne cet œil pétillant quand je pense à quelques phrases d'Audiard. Il y en a une comme ça qui vous vient à l'esprit? Oui, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Ça, c'est dans le CAF se rebiffe. Et puis, de Desproges, 5 fruits et légumes par jour. Moi, au bout de la 2e pastèque, j'en ai marre. Ou alors, je ne bois pas à outrance, je ne sais même pas où c'est. Ça me fait rire. Voilà, c'est quelque chose qui me fait rire. Pourquoi Fleury-Mérogis? On explique quand même, bien sûr, aux téléspectateurs, une école de formation à Fleury-Mérogis chez les femmes. Oui, alors c'est une première pour moi chez les femmes, je n'avais jamais fait. J'étais à Poissy, j'étais à Saint-Martin-de-Ré, j'étais à Bédenac, dans des lieux de privation de liberté. Et puis, ce que je crois, juste, que ce soit à Fleury-Mérogis ou ailleurs, la réussite de votre réinsertion est en fonction de qui vous attend à la sortie.
Donc si c'est un joli projet qui vous attend à la sortie, vous allez accepter probablement de suivre ce projet que vous aurez travaillé en amont. Ça a été facile à accepter, à faire accepter par l'administration pénitentiaire? Oui, alors il y a toujours un décalage, bien entendu, parce qu'il faut organiser les choses. C'est une sollicitation supplémentaire pour les personnels de cette administration qui est déjà beaucoup sollicitée. Pour des raisons de sécurité, notamment rien que les couteaux. Pour des raisons de sécurité aussi, mais aussi pour plein d'autres raisons de surcharge, de surcroît, de travail. Mais très honnêtement, que ce soit les personnels de détention ou les détenus, je n'ai jamais eu de conflit dans un atelier. À chaque fois qu'on a proposé quelque chose à cette administration, elle a répondu oui, on va l'organiser et on l'a fait. Quelle est, selon vous, la cuisine de demain? Vous qui travaillez beaucoup sur le futur. 2050, la problématique, c'est l'eau. On va manquer d'eau. Donc dès maintenant, quand on a fait cette prévision-là, ce forecast-là, il faut faire des backcasts, comme on dit, des étapes. Il faut, à mon avis, pour avoir une vie satisfaisante dans les années à venir, être beaucoup plus flexitarien, je vais dire. 80% végétal, 80% végétal. Quoi, des algues, des choses comme Pas forcément, ça peut être des légumes, repenser l'agriculture, faire attention à la qualité de nos sols, parce que c'est de notre sol qu'il va falloir faire attention, et puis diminuer cette protéine animale qui est consommatrice et extrêmement polluante. Ce sont des pistes qui sont parfaitement acceptables. Et, vous pensez qu'un jour ou l'autre, on abandonnera complètement la viande dans notre alimentation? Je ne crois pas. Je crois qu'on va y aller très doucement, mais dans les 10 prochaines années, il faut devenir beaucoup plus flexitarien. Je dirais 20% de protéines animales me paraît largement suffisant pour se construire en tant qu'individu. Et puis, c'est ce que vous faites pour vous-même, pardon? Oui, moi je suis totalement végétarien, mais j'aime bien cette notion du flexitarien. Vous servez du foie gras, vous, dans votre restaurant? En saison, j'en fabrique avec de petits producteurs dans les Landes, j'en fabrique avec une très jolie maison qui est installée à Saint-Sevé, et je le revendique. Nous sélectionnons les bêtes, nous avons une saison pour ce foie gras, mais tout est acceptable. Il n'en demeure pas moins qu'elles sont gavées. Elles sont gavées, mais quand vous avez des petites propriétés, croyez-moi, quand on sort le moulinet à grains, les canards viennent se faire gaver. Sans douleur? Il n'est pas question de dire tout est merveilleux. Puis le foie gras, c'est saisonnier. Il faut accepter de dire que c'est saisonnier. Manger du foie gras toute l'année, est-ce que ça a du sens? Il y a d'autres produits à consommer. Que deviennent vos invendus? C'est toujours la question qu'on se pose. Quand on va dans des grands restaurants, on voit en fait que souvent les assiettes, elles repartent, si c'est bon, elles repartent vides. Mais il y a parfois les mignardises qui repartent, où on a déjà trop mangé, donc il y a le pain qui repart. Sur nos restaurants, ce n'est pas un problème. La complexité, c'est plus sur les buffets de petit déjeuner ou dans les boutiques. Alors là, on a une application très simple qui est utilisée par nos collaborateurs, où on dépose tout de suite une offre et ça repart dans d'autres circuits à des prix beaucoup plus attractifs. Et on vient directement dans votre restaurant? Oui, ou alors c'est prélevé et redistribué ailleurs, mais tout ça est organisé. On n'est pas là pour faire des déchets, on est là pour faire des coproduits et de travailler sur l'idée du coproduit et de moins travailler sur l'idée du déchet. La cuisine, comme la pâtisserie, comme la boulangerie, ce n'est pas fait pour fabriquer des déchets. C'est au contraire fait pour nourrir. Cette idée du coproduit me paraît plus intéressante. Vous savez, Thierry, que dans cette émission, il y a un exercice qui s'appelle le dos à dos. Ah oui. On y va. Dos à dos avec vous, Thierry Marx, c'est des réponses du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à combien êtes-vous heureux? 8,5. Précis. Quel est votre péché mignon? Chocolat noir. Votre plat préféré? Le pain. Un ingrédient que vous détestez? Les tripes. Votre rituel avant d'entrer en scène? La respiration. Qu'est-ce qui vous serait le plus pénible? Perdre le goût, la vue ou l'odorat? La vue. La demande la plus extravagante faite par un client? C'était... on me demande d'accompagner un gâteau avec une bague dessus. J'arrive et la dame dit non. Et je ne savais plus à qui j'ai collé le gâteau dans les mains pour faire un demi-tour droite et rentrer dans mes cuisines. Courage Fillon. Courage Fillon. La dernière fois que vous avez été déçu par un de vos plats? Sur un essai récent d'un travail sur du poisson et de la rhubarbe. Je trouvais que c'était mal équilibré, donc je n'arrivais plus à me sortir
des petites pirouettes comme ça que je voulais faire pour réussir ce plat. Donc j'étais assez déçu. Quelle attitude avez-vous quand une femme veut payer l'addition? Moi, je ne suis pas du tout gêné. Je considère que les femmes sont libres et autonomes. Elles sont parfaitement en capacité de payer une addition et je ne voudrais surtout pas être un mufle de priver quelqu'un de ce plaisir, notamment une dame. Donc il n'y a pas de carte sans prix chez vous? Il n'y a pas de carte sans prix. Un produit pour lequel vous ne pourriez jamais faire de publicité? Je regardais une publicité l'autre jour, c'était sur les fuites urinaires. Je trouvais ça, c'était un truc... je ne trouverais pas la pirouette pour faire la pub. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure? Ma première mesure est de faire ce qui a commencé à être fait par ce gouvernement, travailler encore plus sur la formation professionnelle. Le mot le plus excitant de la langue française, le plus sensuel? Le plus sensuel, c'est baiser. De quoi pourriez-vous rougir? De me parler de façon érotique. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Voyage dans l'espace. Le moment le plus heureux de votre vie? Le moment le plus heureux de ma vie, c'est la naissance de mes enfants parce que ça a été un starter extrêmement fort. Le plus malheureux? Le plus malheureux, c'est très récent, c'est la disparition de Véronique Colucci. Est-ce que vous payez l'ISF? Je ne paye pas l'ISF. Le fond d'écran de votre smartphone? Mon chat. Quelle est la maladie que vous craignez le plus? Le cancer, probablement, un truc lent et pénible. Thierry Marx, est-ce que vous êtes favorable aux implants capillaires? Non. Non, parce que sinon, j'aurais tenté le coup. Mais je préfère ça. Je préfère ma boule d'escalier. Et la chanson qui vous rend joyeux? Ah, la chanson qui me rend joyeux, c'est une chanson des années 60, Surfing Bird. On le savait, on l'a redécouvert grâce à vous. Allez, on l'écoute un peu. Ah, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, the bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a word. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a Je ne voulais pas que ça s'arrête. C'est drôle. C'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, ça, le matin, je trouve que ça réveille. Ouais. Et en cuisine, vous écoutez de la musique? Non, en cuisine, il n'y a pas de musique. Par contre, quand j'ai besoin d'écrire, c'est plutôt de l'art lyrique. C'était bien d'être passé sur le plateau de Thé au Café aujourd'hui. C'était extraordinaire, j'adore. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Ouais, moi aussi. Bon. C'est des moments intimistes que j'aime beaucoup. Continuez comme ça, surtout. Merci. Être un cuisinier étoilé solidaire. C'est Maude Ventour qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. C'est un travail incroyable. Vous regarderez tout à l'heure là, avec détail. Elle est designer, elle est plasticienne. C'est tout un travail au papier canson. Hein. C'est sa matière fétiche. Elle le plie, ce papier, elle l'ajoure, elle le superpose pour créer des motifs en volume. Ouais. Et ça ressemble au Japon. Oui, c'est vrai. Évidemment. C'est vrai, ce côté pliage. Je remarquais surtout le petit là-bas et les écailles là-bas. C'est sublime. C'est vraiment un très, très beau travail. Oui. Maude Ventour, qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Zabou Bredman, parce qu'elle sera la maîtresse de cérémonie des Molières le lundi. Et il y aura aussi Gauvin Cers. Oh, c'est un Gavroche. C'est un garçon là qu'on a découvert il y a peu de temps. Et puis donc dimanche, Lio à 7h20. Lio, ça vous dit quelque chose, évidemment? Oui, bien sûr. Et puis Banana Split, puis cette féminité, on compte pas, les brunes ne comptent pas pour des prunes, ça. Et une pétillante, jolie femme. Ouais. Avec du caractère.
Oui, sa on le sent tout de personnalité. suite. Oui, ça, c'était clair. Bon, on la retrouvera avec plaisir. Et puis l'émission, évidemment, elle est rediffusée cette nuit et puis on peut la revoir en replay, en libre service, n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée sur France Télé. Portez-vous bien, merci de votre confiance, d'être toujours là avec nous. Thé au café le samedi ou le dimanche et puis on termine avec un petit selfie avec Thierry Marx. Portez-vous bien, au revoir. Merci, bonne semaine. Hoş bir lanım bokşet